moteur, action, et on est parti. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. Onde rebelle. Et bonjour à tous. Vous écoutez toujours donc Onde Rebelle avec XR. Nous sommes le 29 novembre 2021. 2021 déjà, je suis dans le futur. Moi. Ça va bien, Julien. Ça me tarde d'être 2021. C'est la perturbation de ce 29 novembre. Je crois exactement, je crois qu'il me tarde d'être 2021 qu'on en termine avec cette année. Donc on est de retour après un mois de novembre qui a été haut en couleur malgré là, un peu la morosité, malgré la grisaille ambiante on va dire. Mais on est ravis de vous retrouver. Et du coup on commence tout de suite par la météo. Donc le tour de table peut commencer. Zazou. Alors salut à toutes et à tous, je suis super contente d'être ici. Si je n'avais pas eu ce rendez-vous, je serais peut-être pas sortie de la maison. Et puis je me réjouis de cette émission. Ça marche. Bonjour, moi c'est Sarah Sip. Je suis très déçue par les résultats des votations dont on va sûrement parler après, ça me plombe un peu le moral. On va y venir. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un mois un peu difficile où on est tous un peu cantonnés chez soi, je sens que ça se ressent un peu chez tout le monde, une espèce de solitude, et on est content effectivement de se retrouver ici, ça fait du bien. Et voilà, ça va bien sinon. C'est sûr. Et puis moi, Julien, toujours là, ravi de revenir, encore plus fort. On est à la fin du mois de novembre. Ce qui veut dire que pour ma part, donc c'est bientôt la fin de Movember. Donc donc là en ce moment, je me pavane avec une somptueuse moustache. Magnifique. Merci. Et je voulais juste faire un petit coucou et un salut à tous ceux qui participent à cette initiative de Movember. Et puis voilà. Donc voilà, tous ceux qui l'ont fait cette année, bravo. Et pour les autres, renseignez-vous. Et puis on se dit à l'année prochaine. Voilà. Ça, c'était mon petit passage Movember. Exactement. Mais j'ai juste une question. Comment on fait quand on est une fille pour faire le Movember avec moustache ? Alors, ne pose pas la question, Sarah. Bon, ok, d'accord. Je me tais. Non, mais on peut être une mosista et c'est pas obligé d'avoir une moustache pour participer. Okay. Voilà. Parfait. Surtout que depuis quelques années, ils insistent plus sur le move de bouger, de Movember comme ça. Donc voilà, il suffit d'essayer de prévenir, de faire de la prévention pour plein de maladies, admettons, et puis d'essayer de pratiquer, de sensibiliser à tous ces problèmes, et je pense qu'on peut qualifier pour être une mosista. Voilà. Promenez-vous le long du lac en fin de journée, parce que parfois, vraiment, la lumière, elle est quand même assez extraordinaire, malgré cette grisaille. Exactement. Premier commentaire, peut-être une réaction. Il y a notre vidéo il y a notre podcast qui est finalement en ligne. Donc, moi, je sais que j'ai eu quelques retours. Est-ce que vous en avez eu de votre côté ? Ouais, super retour, intéressant, drôle, bien. Ouais, une bonne ambiance, que du positif en tout cas. Pour l'instant. On se lance des fleurs, mais c'est c'est vrai, mais il ne faut pas que les gens hésitent s'ils l'entendent. D'ailleurs, ça nous fait plaisir de savoir si on est entendu, comment on est entendu. C'est sûr. Ce serait chouette. Ouais, moi j'ai vu qu'on avait eu notre premier commentaire. Donc c'est chouette. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez, faites des commentaires, revenez vers nous. Tous les commentaires, je pense, sont bons à prendre dans la mesure où ils sont constructifs. Absolument. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Exactement. Et puis n'hésitez pas, donc si vous voulez passer, si vous avez des idées, on est preneurs. Et puis voilà. Il y a eu pas mal d'actualités. On va pas on va pas parler des élections américaines, même si ça a pas mal monopolisé l'actu ces temps-ci. Et on est reparti. Donc on a eu l'immense surprise d'avoir Adrien qui nous a rejoint. Donc salut. Tout va bien ? Ouais, super. Parfait. Bon, et du coup, on allait parler de la votation, qui est le gros sujet du jour. Mais vu qu'on t'a sous la main, on va peut-être switcher les sujets. On va parler de la votation ensuite.
si ça vous va bien, Absolument, vous êtes d'accord. Et dis-nous d'où est-ce que tu arrives, d'où est-ce que tu débarques. Bah, je reviens de la ZAD de la colline. Ok, dis-nous en un peu Et plus, parce qu'on en a parlé en fait au dernier podcast. Mhm. On a parlé donc de la ZAD, qu'est-ce que c'était, c'était quoi le but. Ouais. Dis-nous en un peu plus. Je sais pas trop où commencer, quoi. Enfin, c'est une occupation qui s'est mise en place sur la colline du Mormont, donc à la Sarah, et contre en fait le projet d'expansion de la mine de Holcim. Exact. Et Donc, voilà, ça. Vous êtes là-bas depuis à peu près un mois, c'est ça? Un peu plus, ouais. Il y a Lafarge Holcim, qui est un cimentier qui grignote peu à peu la colline, Ouais, n'est-ce pas? c'est ça. Et donc aux dernières nouvelles, l'entreprise a porté plainte. Oui, c'est exactement. Une contre plainte les pénale. militants. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on peut être amendé pour être sur place, mais par contre, elle a pas opposé de plainte civile, D'accord. et c'est ce qui est nécessaire en fait pour demander une évacuation. Ok. Donc pour l'instant, on s'attend pas à se faire évacuer, quoi. Voilà. Donc j'avais vu un peu passer sur les réseaux, donc j'ai vu que maintenant donc la ZAD de la colline était sur à peu près tous les réseaux, que ce soit Ouais. Twitter, Facebook, Instagram, et qu'il y avait une demande pour apporter du matériel peut-être. Mhm. Donc voilà, moi j'avais en tête tout ce qui était nécessaire, du matériel de construction, du scotch, des portes et fenêtres, de la quincaillerie en tout genre, etc. Ouais. Tu peux un peu nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers qui se font sentir là-bas ou... Comme ça, je pense bois de chauffe. Ouais, On nous a amené pas mal, mais ça part assez vite, surtout qu'on fait beaucoup de feu parce que il fait bien froid. c'est sûr. En ce moment, ouais. Ouais, en plus, ouais. ouais, c'est ça. Tu es resté combien de temps là dernièrement? Là, j'étais ce week-end. Tout le week-end, Ouais. d'accord. De quoi est-ce que la nourriture, c'est aussi toujours le bienvenu. Tout ce qui est fruits, légumes, tout ça, c'est cool. Mhm. Et comment Sauf ça se passe parce qu'il y a pommes et patates, on a beaucoup. Ah. Et comment ça s'est passé sur place alors ce week-end? Bah, assez tranquillement, quoi. C'était assez. C'est assez calme en fait. L'ambiance est assez cool. Et Ouais. puis on fait des petits projets, on construit. Et Ouais, voilà. comment ils vivent justement? Parce que maintenant, ça fait quand même pas mal de semaines même. Comment ils se débrouillent en fait? Mais tu racontais qu'ils construisaient des choses beaucoup. Ouais, et on que fait finalement, avec pas mal peu, de ils construction. faisaient des trucs incroyables, non? Ouais, exactement. On a justement une espèce de cabane à l'entrée qui est devenue un vrai. Avant, c'était 3 palettes vissées les unes sur les autres avec une bâche en dessus pour avoir un semblant d'étanchéité. Et maintenant, c'est une espèce de une petite maison, quoi. C'est isolé avec de la paille. Il y a une porte, des fenêtres. Et c'est assez impressionnant, quoi. Même du courant parce qu'on nous a amené des panneaux solaires qui sont installés sur le toit. Puis du coup, on peut charger des trucs. C'est assez fou, quoi. Extraordinaire. Ouais, c'est assez inspirant. Et pour un peu tout, tout se passe comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui naît, puis les gens qui ont envie de participer, ils participent, et puis on crée des trucs ensemble, et puis ça marche assez bien comme ça, quoi. Impressionnant, ouais. Ouais. Et puis, et donc, comment dire, et l'ambiance là-bas, la motivation, elle est toujours là, les gens sont Ah ouais, je crois que les gens sont vraiment parfaits. super déterminés pour rester. Personne n'a se dit oh non, bof, il fait froid, donc on rentre à la maison. C'est vrai. Bah écoute, Donc voilà, On non, ça, vous c'est- souhaite c'est clair. une On pense bonne bien à continuation, eux, parce que- on pense bien à tout vous. fait. Et puis courage, parce que là c'est clair que quand on voit le froid qu'il fait aujourd'hui, ouais, Ouais. on pense bien à eux, clairement. Ouais. Et c'est pas fini. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. Ok, bah du coup, on va te garder là. Si tu nous as dit un peu plus tôt que tu avais un train, mais on Bien sûr. te garde pour commenter un peu l'actualité aussi. Hein. Donc on allait parler Volontiers. donc de la fameuse votation qui a eu lieu aujourd'hui, l'initiative sur les multinationales responsables. Bon, bah mauvaise On pleure, nouvelle. voilà, on est tous en train de pleurer. On autour en- de la table. C'était la grosse tragédie du jour. Donc on en parlait à la dernière émission. Donc c'est pas passé. C'est pas passé. C'est comment- passé au nombre de voix. Voilà, c'est donc une majorité de la population à l'heure où on parle aurait voté oui, mais ça a été perdu au niveau des cantons. Voilà, j'ai les chiffres sous les yeux. Donc au niveau du peuple, ça a été 50,7%, donc de oui, 49,3% de non. Mais par contre, bah, il y a la majorité des cantons qui est sans appel, et là c'était Ouais, c'est encore 8,5 plus- oui. D'autant plus décevant, vraiment, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment rageant. C'est Ouais. ça. Toujours C'est ces ça. cantons, hein. C'est... Ouais, On une saloperie, ces a trucs-là. l'habitude, hein, chaque votation pratiquement c'est le même scénario hein, Ouais. finalement. Ouais. Mhm. Une déception, hein, d'autant plus que l'initiative venait d'assez loin. Hein, quand on voit le parcours qu'ils ont fait, c'est assez décevant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelques raisons quand même d'espérer? Je sais pas, moi
dans la mesure où certains endroits où il y a eu un oui à 75%, typiquement Lausanne, donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a d'autres régions où clairement le non l'a emporté, et donc où le lobbying est encore très fort, et que les arguments du non ont trouvé preneur. Oui. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant Bon, il faudrait voir déjà qui a voté non et pourquoi, à quelle région, effectivement, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Et puis surtout, ça démontre ce qu'on nous dit souvent, mais pourquoi vous faites de la désobéissance civile ? Il y a des moyens, la démocratie suisse permet à des moyens pour pouvoir faire valoir votre voix, etc. Bah, c'est bien la preuve que non. Que ça prend un temps fou. Ça fait des années qu'elle avait été déposée, je ne sais plus exactement combien, mais des 2016. années. 2016. Donc ça met chaque fois 5, voire plus, puis ensuite il y a encore le temps de mise, même si c'est accepté, il y a encore le temps de mise en pratique. Donc ça montre bien que les initiatives, en l'occurrence, il y en a extrêmement peu, je crois que c'est à peine 5%, je ne sais plus très bien les chiffres, mais qui finalement sont acceptés sur un nombre énorme d'initiatives déposées. Ce n'est pas un moyen de nous faire entendre, c'est une illusion de démocratie. Moi, c'est ce que ça me donne à penser, franchement. Et c'est décevant. Et quand on nous renvoie tout le temps aux instances politiques qui existent, franchement, il y a des biais énormes qui font que je suis désolée, c'est pas de la démocratie pour moi. Il y aurait vraiment à réfléchir sur l'efficacité de ces moyens-là. Donc, rejoignez-nous durant nos actions, soyez nombreux à venir. Oui, ou imaginons d'autres choses, mais ne nous arrêtons pas à simplement ces instances politiques comme la solution. Visiblement, ça ne l'est pas. Il y a toutes sortes de voix de la société qui ne se font absolument pas entendre, et ces instances-là, ces structures politiques-là ne permettent pas à ces voix de se faire entendre. C'est quasiment la moitié de la population. Hein. Oui, je pense. Et là, on le voit, c'est accepté par le peuple, donc c'est bien la preuve qu'il y a une vraie sensibilité à ces questions, mais ça passe pas. Et surtout quand on voit l'énergie qui a été mise dans cette initiative, enfin, elle existe, c'est un projet qui existe depuis 15 ans, et que ces dernières années, il y a une énergie complètement folle là derrière. Bien sûr. Et qu'il y a des gens qui travaillent hyper dur d'arrache-pied pour ça, qui font de la pub, qui font plein de choses, et ça pour résultat décevant comme ça. Oui, et puis pour favoriser finalement l'impunité de ces multinationales qui est largement en cause. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe, elles ont une impunité, elles ne sont jamais mises en cause dans certaines choses au niveau écologique, au niveau social aussi, qui se passent. C'est juste une honte, enfin, c'est mon avis, mais... Comme tu dis, ça prend tellement d'années. C'est, je crois, sauf erreur, sur les taxes sur les dividendes des places financières. Je crois que ça fait 10 ans que c'est sur la table, en discussion. Ouais, il y a plein d'exemples. C'est un truc, c'est juste une absurdité. Et puis je veux dire, il y a un rythme, il y a des besoins qui engendrent une urgence à un autre rythme. Je veux dire, ce rythme de la politique suisse, c'est ridicule. Ça ne permet pas du tout de répondre à l'urgence des problèmes. C'est ça. Et du coup, oui, non, ça donne un peu... Là, et puis le message qui est renvoyé un peu, ça donne un peu l'impression, non, mais nous, on veut rester... irresponsable en fait. C'est quoi le message inverse du coup si on choisit de pas être responsable? J'ai un peu du mal avec cette approche, mais moi j'aimerais relever le lapsus que Sarah a eu hors antenne en disant on va pouvoir s'enrayer au lieu de s'enrager, mais j'ai trouvé le lapsus excellent. C'est juste. Exactement. Mais du coup après moi ce que je me dis c'est peut-être que une autre façon de voter, ou plus généralement de choisir le monde dans lequel on veut vivre, c'est de choisir qu'est-ce qu'on veut favoriser au niveau de sa consommation, en fait. Et du coup, si on choisit un mode de consommation, on va dire, jetable, plastique, ou bio, local, ou produit de saison, ou équitable versus d'autres qui ne le seraient pas, etc. Industriel contre artisanal, ou circuit court contre grande distribution, voilà. Et j'ai l'impression ce que ça pourrait montrer, disons, cette votation, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui potentiellement s'interrogeraient sur ça, et donc ça peut laisser espérer par rapport à ça. Maintenant, comme toujours, est-ce qu'on a vraiment le temps de laisser ce raisonnement se faire dans l'inconscient de chacun avant d'agir. Et peut-être qu'on va voir dans les prochaines élections au niveau des partis et autres, s'il y a autant de personnes, je parle encore une fois au niveau de la population, qui répond oui,
peut-être que les discours vont se verdir. Donc est-ce que ce sera du greenwashing, est-ce que ce sera du réel? Mais clairement, j'ai l'impression, après j'ai peut-être envie d'être un peu optimiste, mais que le curseur est en train d'aller vers de s'orienter vers voilà, une direction qu'on aimerait voir, quoi. Peut-être qu'on peut passer aux prochaines actualités. Il y a une nouvelle conférence XR qui est en ligne, qui s'appelle Urgence climatique, agissons ensemble maintenant. Donc elle est en ligne, elle dure, je ne sais, à peu près 1 heure, non? À peu près... 30 ou 40 minutes, non? 40 pas minutes. 1 heure. Non, un peu moins. Voilà. Donc je dois avouer que je ne l'ai pas encore regardée, mais que en passant dessus, j'ai vu qu'elle était accompagnée en fait de sources par rapport aux faits scientifiques qui sont apportés dans ces vidéos. Et ça, voilà, je voulais juste le mettre en avant par rapport au fait que très souvent, aujourd'hui, on voit pas mal de choses passer qui sont pas forcément sourcées. Il y a pas mal de fake news qui circulent. Donc là, tous ceux qui voudraient du fact-checking, vous êtes bons, vous pouvez y aller. Voilà, on peut que encourager ça, peut-être. Ouais, à regarder. Au niveau des actions, alors qu'est-ce qui s'est passé récemment? On l'annonçait un peu dans la dernière émission qui était début novembre. Il y a eu le plus ou moins confinement, il y a eu certains commerces qui ont été fermés, mais il y a quand même eu certaines actions, et en particulier on voulait parler de l'action de collage anti-Black Friday qui a été menée par XR Lausanne et le groupe féministe Vaux. Donc c'est une trentaine de personnes qui ont réagi durant la nuit. Je ne suis pas plus au courant que ça, je ne suis pas vraiment sorti, je dois l'avouer, pour voir le résultat. J'ai vu sur la page Facebook que voilà, il y avait un album Vendredi Noir pour la planète. Et je fais un teasing de ce qui va venir après. Il y aura une petite chronique sur le Black Friday, justement. Donc la suite des actualités, c'était plus au niveau de l'international. En fait, malgré le confinement, il y a une concentration record de CO2 dans l'atmosphère qui a été relevée. Et donc ça veut dire que finalement, malgré le fait qu'il y ait moins d'émissions et par rapport à la situation qu'on vit actuellement, à la crise sanitaire, les concentrations sont restées élevées. Pourquoi ? Parce que finalement, elles sont le résultat des années, exactement, des émissions des années passées et actuelles cumulées. Voilà. Donc, pour citer le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, la baisse des émissions liées au confinement ne représente qu'un petit point sur la courbe à long terme. Or, nous devons aplatir cette dernière de façon durable. Bon, nous savons déjà tous pas mal sur le sujet. Après, on appelle à nos autorités d'agir drastiquement. Exactement. Nous attendons. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'il faudrait que chaque année, on continue à diminuer nos émissions de CO2 autant, voire plus que ce qu'on a fait cette année. Je crois que c'est à peu près 7,6% qu'on devrait faire chaque année pour rester encore au 1,5 ou voire 2 degrés. D'émissions pour en moins. espérer garder cette limite. Donc, et on en est encore loin. Alors cette année, on s'en est approché un peu plus, mais c'est pas encore ça. Bah, ça met pas mal de choses en perspective, ouais, c'est sûr. Et donc l'autre étude qu'on a relevée parmi pas mal d'actualités qui est passée, c'était en fait celle qui faisait le lien entre particules fines et virulence du Covid. Donc si ça vous va bien, on va pas insister sur l'aspect Covid parce qu'on en entend on en entend parler partout. Qu'on voulait juste évoquer ici, c'était la pollution de l'air en fait. Et la pollution atmosphérique, du coup, qui réduit l'espérance de vie dans le monde de près de 3 ans en moyenne et qui provoque chaque année 8,8 millions de décès par an. C'est vrai que quantifier les décès liés à la pollution atmosphérique, c'est plus compliqué que quantifier des décès directs liés au Covid. Mais voilà, pour citer donc le chercheur qui a conclu à ça, il disait... La pollution de l'air est un plus grand risque pour la santé publique que le tabagisme. Tous les efforts qu'on fait par rapport au tabagisme, ben voilà, on devrait faire les mêmes sur la pollution atmosphérique. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas le cas. Donc ça, ce chercheur, il s'appelle Jos Lelyveld, je ne sais pas si je prononce bien, et il vient de l'Institut Max Planck en Allemagne. Voilà. On peut peut-être juste préciser, quand on parle de pollution de l'air, des fois c'est un peu flou. Il faut peut-être juste ramener à des choses aussi concrètes. C'est aussi tout simplement toutes les voitures
qui circulent en ville, partout, l'accumulation de voitures. Juste qu'on sache que c'est ça qui... Et d'autres choses. Hein. Il y a aussi certainement certaines usines, enfin plein de choses. Mais notamment les voitures, elles produisent beaucoup de pollution. Ouais. C'est effectivement ce dont il parle. Il dit, donc pour le citer encore, il dit un désastre qui pourrait être évité en grande partie en remplaçant les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Voilà. Donc c'est un peu facile à dire comme ça. Effectivement, il y a peut-être d'autres... mode de consommation, remplacer la voiture par le transport public, essayer il y a pas mal de choses à remettre en cause, mais effectivement, c'est quelque chose, à mon avis, dont on devrait un peu tous se rendre compte pour s'emparer du sujet. Il faudrait que, à l'instar de Genève, qui quand même avance sur le fait de bientôt installer le 30 km/h dans toute la ville. Il y a une transition à faire, mais qui nécessite l'accompagnement d'une mobilité pour tous, d'un lieu à un autre. Il y a de quoi faire, il faut juste s'y atteler. Ouais, c'est sûr. Et là, je pense par exemple à Genève, puisque tu en parles pour rebondir dessus, quand il y a eu ces criticales qui ont eu lieu par rapport aux déplacements en vélo, etc., et que la ville, il y avait aussi le Covid qui aidait, les gens ont commencé à prendre leur vélo, on a vu apparaître des pistes cyclables en fait. Donc voilà, c'était juste la preuve que c'était pas si compliqué à mettre en place. Après, il y a eu une grande colère du point de vue des automobilistes, voilà. Il y a toujours forcément. Mais en même temps, quand on met en place des moyens dans l'urgence, on les réfléchit mal. Oui. Ouais, alors qu'on a du temps et qu'on sait beaucoup de choses déjà, et on pourrait mettre en place les choses de façon vraiment pérenne et qui satisfassent vraiment la population en général. Il y a de quoi faire. Dans l'urgence, on ne fait pas les choses correctement finalement. C'est ça. D'où la nécessité effectivement de réfléchir à ça en amont. On pense nous que voilà, le fait de militer ou de manifester, c'est que d'une certaine façon il est déjà trop tard, mais voilà, s'il n'est pas pris maintenant, on devra prendre des mesures à un moment où ça convient plus à personne et où c'est dur et où il y aura une résistance au changement énorme en fait. Il faut des lanceurs d'alerte. Oui. Du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite pause avant le science-fiction ? Parfait. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et du coup, sans plus attendre, maintenant, on va passer à la partie science-fiction. So you do have a plan. Experts say that listen to the scientists. Yeah, Mr. White. They say that again. Listen to the scientists. Yes, science. Voilà, alors la dernière fois, on plongeait en fait dans le monde du tout petit avec le phytoplancton. Et pour cette édition-là de Science Friction, c'est un peu le contraire que j'ai envie de faire. J'avais envie de prendre un peu de recul et de regarder les choses en grand. On parle beaucoup de la planète, on le fait surtout en parlant de tout ce qui se passe à sa surface, donc des écosystèmes chamboulés, transformés, détruits, des espèces menacées d'extinction ou malmenées, des populations impactées par tous ces bouleversements, ou alors quand on le voit un petit peu plus globalement, on dépasse souvent pas l'atmosphère qui se charge de plus en plus de CO2 et autres gaz à effet de serre. Et regarder tout ça en détail pour savoir où mieux agir est extrêmement important. Mais aujourd'hui, je vous propose une vue un peu différente, que d'après moi, on devrait adopter plus souvent, parce qu'elle permet de toucher du doigt à quel point cette Terre est certes extrêmement petite, même quasiment insignifiante, presque une poussière à l'échelle de l'univers, et en même temps absolument exceptionnelle, et ô combien précieuse lorsqu'on prend conscience de toutes les conditions qui doivent être réunies pour permettre que la vie non seulement y apparaisse, mais également s'y développe et y perdure. Donc je vous propose un voyage. Je vous invite à imaginer que vous êtes une fusée, prête à décoller. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Vous enclenchez les gaz,
qu'ils soient sous les pieds, derrière les oreilles ou ailleurs, vous les mettez où vous voulez. Et c'est parti, vous montez dans le ciel. Vous commencez à vous éloigner et à voir la Terre comme la grosse boule verte, bleue, blanche qu'elle est, flottant dans l'espace. On peut se poser sur la Lune ou juste rester en suspension dans le vide, c'est peut-être plus rigolo, c'est comme vous voulez. Et là, j'ai envie qu'on passe en revue 7 particularités de cette Terre qui font qu'on peut vivre dessus. Ces caractéristiques ne sont sûrement pas exhaustives, hein, il y en a plein, mais elles permettent déjà de réfléchir un peu autrement à ce qui est notre base, ce qui est notre maison planète, et qu'on a tendance à prendre un peu trop comme une évidence. La première chose qu'on peut voir, du coup, c'est justement qu'elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas un objet juste flottant au hasard dans le vide. Elle se trouve dans un système, le système solaire, qui lui-même la fait tourner selon une dynamique bien précise autour du Soleil. Elle se trouve sur une orbite qui lui donne une vitesse et une distance de son étoile à son étoile qui sont constantes. Alors la distance, en fait, elle varie quand même légèrement, selon des cycles assez longs de plusieurs centaines de milliers d'années. Donc l'orbite, elle est plus ou moins elliptique, plus ou moins ronde, mais elle reste quand même assez stable. Et surtout, elle reste dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors la zone habitable, c'est en fait une certaine tranche, une certaine portion d'espace, une certaine fourchette de distance autour de l'étoile du Soleil, qui en est ni trop proche ni trop loin. C'est en fait l'endroit d'équilibre où l'eau peut exister à l'état liquide. En fait, il se trouve dans ces 3 états, c'est-à-dire à l'état de glace sur Terre, à l'état de glace dans les pôles, à l'état liquide dans les lacs, les océans, toutes les étendues d'eau, et à l'état gazeux dans l'atmosphère. Mais dans le fond, ce qui nous importe, c'est surtout qu'il puisse être à l'état liquide, parce que c'est ça qui est une condition sine qua non de la vie biologique. Et cette zone est suffisamment proche du Soleil pour en recevoir l'énergie et la chaleur, et suffisamment éloignée pour ne pas en avoir trop non plus et que toute l'eau s'évapore. Mercure, par exemple, est bien trop proche, tandis que Saturne est bien trop éloigné. La Terre est la seule en fait, planète de notre système à se trouver dans cette zone. Elle est, semble-t-il, plutôt dans le bord interne de la zone, tandis que Mars est juste à sa limite externe et donc reste dans des conditions un peu trop froides. Une deuxième condition essentielle à la vie sur Terre, c'est son champ magnétique. Il est engendré par les mouvements du noyau de métal liquide qui se trouve à l'intérieur de la planète et qui fonctionne en gros comme un aimant géant. D'autres planètes du système solaire possèdent un champ magnétique, le Soleil lui-même en possède un aussi. Par contre, celui de Mars est extrêmement faible, ce qui est un mauvais point si on veut choisir, comme certains, d'aller y vivre. Pourquoi ? Parce que ce champ magnétique terrestre, il nous protège. Il dévie fortement les particules transportées par le vent solaire. Le vent solaire, c'est un flux de matière sous forme de plasma, c'est-à-dire des éléments chargés, principalement des ions et des électrons, qui est éjecté de la haute atmosphère du Soleil et dont la densité et la force varient en fonction de l'activité solaire, c'est-à-dire les éruptions qui se produisent à la surface de l'astre. Et sans ce bouclier naturel, ces particules, elles atteindraient la surface de la Terre. Or, il faut savoir qu'elles sont mortelles pour les êtres vivants. Ce sont des radiations qui traverseraient les corps de tous les êtres vivants et qui briseraient leur ADN en causant de terribles maladies. Bon, en même temps, c'est à elles, à ces particules solaires, que nous devons notamment les magnifiques aurores boréales ou australes, suivant qu'on est au pôle nord ou au pôle sud. Celles-ci, ces aurores boréales ou australes, sont dues à l'interaction de ces particules solaires avec les particules de notre atmosphère, donc essentiellement l'azote et l'oxygène, lorsqu'elles se retrouvent piégées dans les lignes du champ magnétique terrestre qui sont quasiment verticales à ces endroits-là, donc au pôle. Et on a un autre bouclier essentiel en fait sur Terre, et ça m'amène donc à la troisième condition, une des conditions, la troisième que je veux nommer de la vie sur Terre, et c'est la fameuse couche d'ozone, dont on parlait beaucoup il y a quelques années, voire même quelques dizaines d'années, parce que certaines substances qu'on utilisait dans des sprays notamment la détruisaient. Depuis, ils ont donc été interdits et la couche d'ozone a pu se régénérer. L'ozone, c'est donc un gaz présent dans la partie de l'atmosphère entre 20 et 40 km d'altitude, qu'on appelle la stratosphère. On parle de couche, mais en fait, ce gaz est assez dispersé, dilué. Et attention, il ne faut pas non plus le confondre avec l'ozone présent
qu'on trouve parfois au niveau du sol, qui est alors une pollution nocive qui est en général générée par les activités humaines. Bref, donc cette couche d'ozone dans l'atmosphère nous protège, elle, des rayons ultraviolets, notamment les UVB les plus dangereux. Les UVB ont en effet un effet extrêmement néfaste sur tous les organismes vivants, terrestres et aquatiques, car là encore, ils altèrent l'ADN des cellules. Et des taux élevés de ce type de rayonnement pourraient fortement empêcher notamment aussi les mécanismes de la photosynthèse et donc la croissance de la végétation et des cultures. Et chez l'être humain, ils augmenteraient évidemment les risques de cancer de la peau, ça on le connaît un petit peu, on sait un peu ça, et d'autres maladies comme la cataracte. Et ça affaiblit aussi le système immunitaire, tout un programme. C'est d'ailleurs, il faut noter ici, que c'est toute notre atmosphère, pas seulement la couche d'ozone, en elle-même, qui est une condition essentielle à la vie. Et c'est donc la 4e ici dans notre liste, parce qu'elle nous permet de respirer, bien sûr, mais aussi parce qu'elle induit l'effet de serre, qui, quand il est bien équilibré, nous assure une température idéale, c'est-à-dire une moyenne globale de 15 degrés à la surface de la Terre. Et en fait, sans lui, il ferait, je crois, à vérifier, mais je crois que c'est à peu près moins 18 degrés. Alors évidemment, on est en train de compromettre ce subtil équilibre en émettant beaucoup trop de CO2, et donc en augmentant dangereusement l'effet de serre. Mais en même temps, sans lui, il ferait bien trop froid et on ne pourrait tout simplement pas vivre sur Terre. Et puis l'atmosphère, elle nous protège aussi des météorites qui, en y entrant, subissent des frottements très importants. C'est souvent de la roche avec de la glace. Et donc ces frottements les amènent à haute température qui finissent par les faire exploser et les réduire en poussière, en tout cas pour la majorité d'entre elles. Alors ça fait déjà pas mal d'informations à digérer. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et si vous êtes toujours en suspension là ou sur la Lune, profitez un petit moment de la vue, ça vaut la peine. Alors, on parlait donc de l'atmosphère qui nous protégeait des météorites. Et ce dernier point m'amène à une 5e condition qui est souvent moins connue. C'est justement la protection contre les météorites, astéroïdes et autres objets qui pourraient entrer en collision avec notre planète et qui viennent de l'espace lointain. Une protection que nous offrent, dans une certaine mesure, les grandes planètes géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, si vous êtes donc toujours bien en suspension dans le vide ou sur la Lune à observer tout ça, regardez les planètes telluriques, elles sont beaucoup plus proches du Soleil. Donc tellurique, ça veut dire en dur, en roche. Et les plus grandes, les gazeuses, telles que Saturne, Neptune, Uranus et surtout la plus grande Jupiter, elles sont sur des orbites plus extérieures. Et celles-ci, en fait, par leur gravité, qui est forte parce qu'elles sont grosses, attirent certains de ces objets bien souvent avant même qu'ils ne puissent s'approcher de notre orbite. Alors ça n'empêche pas tout, parce qu'il y a beaucoup de météorites qui viennent aussi de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, mais on peut imaginer que beaucoup d'objets venant de plus loin sont empêchés, captés par ces grandes géantes gazeuses. Et la 6e condition que j'ai envie de nommer ici, en fait c'est une étude que j'avais lue qui m'en avait fait prendre conscience, et cela m'avait vraiment beaucoup interpellée. Elle traitait de ce qu'on appelle les sursauts gamma. Alors, je suis sûre que pas grand monde sait ce que c'est, et pourtant, c'est intéressant, mais c'est pas un truc très rigolo, en fait. Ces sursauts gamma, c'est des bouffées de photons gamma qui apparaissent de manière aléatoire dans l'espace, sous la forme de faisceaux, très brefs, ça peut être quelques secondes, voire une minute, mais très brefs, mais surtout extrêmement puissants. C'est peut-être même les phénomènes les plus puissants de l'univers, d'après les astronomes. Et en plus, ils seraient plutôt fréquents. Avec des télescopes et moyens actuels, les satellites, tout ça, les astronomes en verraient à peu près un par jour, mais à des distances évidemment très très grandes et dans d'autres galaxies. Vu leur puissance, ces rayons, en fait, ils balayent et détruisent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ces événements catastrophiques peuvent notamment mettre en péril
on peut bien l'imaginer, la couche d'ozone de planètes telles que la nôtre, donc les biosphères qui pourraient exister ailleurs, ait entraîné du coup des extinctions massives. Et surtout, on peut imaginer que la fréquence de ces explosions dans certaines parties de l'univers rende l'existence d'autres sociétés complexes telles que la nôtre nettement moins probable qu'on pourrait le penser. Parce que pour qu'elles se développent, de telles sociétés, de telles biosphères, il faut du temps. Il faut des milliards d'années, il faut une lente évolution pour que des formes complexes puissent arriver. Et il n'est donc pas exclu que des embryons de vie qui apparaissent ici ou là dans d'autres galaxies, dans l'univers, soient stoppés net dans leur développement par ces sursauts gamma. Stoppés net, en tout cas pour ceux qui sont dans le faisceau, les plus proches du faisceau de rayons gamma, ou alors ramenés à la case départ, celle peut-être d'unicellulaire, par exemple pour celles qui seraient un petit peu plus dans les marges du faisceau. Alors, d'après des études réalisées par les astronomes, le risque d'être pris dans un de ces faisceaux dépendrait notamment de la position d'une planète et de son système solaire au sein de sa galaxie. Et en fait, nous serions encore une fois plutôt protégés parce que dans notre galaxie, donc la Voie lactée, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle le bras d'Orion, qui est plutôt à l'extérieur du disque galactique, là où les sursauts gamma seraient nettement moins nombreux. Donc voilà. Et donc je voulais nommer encore une 7e condition, mais c'est une question qui est, je crois, pas mal discutée. C'est en fait quel rôle exactement jouerait la Lune ou, encore une fois, les géantes gazeuses, principalement Jupiter. Enfin, plus précisément, la force de gravité de ces astres. Quel rôle il joue sur le maintien de l'axe de rotation de la Terre, son obliquité. Dans quelle mesure, en fait, cet axe, qui est actuellement de 23,4 degrés, serait plus ou moins penché sans ces objets alentours. Or, il faut savoir que cette obliquité permet de maintenir une variété de climats propices à la vie sur Terre, et notamment par le rythme des saisons, ça joue un rôle là-dedans, l'avènement des glaciations aussi, ça joue un rôle là-dedans, etc., etc. Mais je vais laisser cette question un peu ouverte. Et pour terminer, en revenant tout doucement sur Terre et à tous les détails de la vie qu'elle abrite et qui la compose, j'avais envie de partager avec vous tout ce que cela me suggère. Alors, c'est une chronique un peu entre science et philosophie, en fait. Personnellement, de réaliser tout ça, d'étudier tout ça, ça m'a changé ma vision du monde et de tout ce qui m'entoure. Ça m'a fait prendre conscience de la chance que l'on a non seulement de vivre sur une telle planète, mais aussi ça m'a fait prendre conscience de la profondeur du temps. C'est-à-dire que tout ce que le temps a permis d'y développer sur cette planète, d'y créer patiemment et avec une telle variété et richesse de formes, de vie et de solutions de survie aussi. Et ça m'a fait réaliser l'énorme respect et l'humilité de notre part que tout cela mérite. Et quelque part, je fais un petit lien avec ce qu'on a discuté au début de l'émission, et cette grande tristesse due au rejet de l'initiative pour les multinationales responsables, qui, à mon avis, montre qu'on n'a rien compris. Et qu'on continue à considérer qu'on peut piller cette planète sans se questionner, qu'on continue à la prendre pour une évidence, comme un truc qui est là à disposition pour nous servir. Et je pense qu'on devrait vraiment réfléchir à ça et changer aussi un peu notre regard sur cette planète, sur ce monde, sur tout ce qui existe. Voilà. Merci. Merci. Une réaction, peut-être? Ouais, en fait, moi, j'ai la chair de poule. C'est vrai, ça c'est vrai qu'on est parti, on est parti très haut, hein, donc c'est normal, je pense. Ouais, ça laisse un peu sans voix, et puis ça demande beaucoup de respect, quoi. Mais c'est vrai que plus on se rend compte de la chance qu'on a, je veux dire, nous, par rapport à, comme tu as dit, hein, notre position dans le système solaire, notre position par rapport à l'univers, aux galaxies, etc., plus on devrait se dire, oui, mais donc c'est quelque chose à protéger. C'est un cadeau qui nous est donné. Exactement. Hein. Le fait que la Terre soit ultra précieuse, le fait que, comme tu as dit,
l'importance, tu as souligné l'importance de l'eau à l'état liquide. Ça, Cette complexité de... Exactement. Ouais. Oui, et puis toute cette conjonction Bien sûr. de conditions, moi c'est ça qui m'impressionnait. On prend tout ça comme une évidence alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Et que peut-être une telle conjonction justement n'est pas aussi fréquente qu'on peut l'imaginer. Oui, l'univers est immense, il y a des milliards Bien et sûr. des milliards de galaxies, mais finalement peut-être qu'une telle rencontre de conditions n'est pas aussi fréquente. Telle singularité, ouais. Probablement, hein, qu'il y a- c'est une rareté, probablement. C'est une rareté, on ne peut pas ouais. savoir. Il y a sûrement d'autres mondes, d'autres êtres vivants, mais prenons conscience quand même et De la chance et qu'on a, optons ouais. pour ce regard. Moi, ce qui me dérange, non, parce qu'il faut le faire aussi, mais on a le nez dans le guidon et on regarde les choses, on sépare les choses plutôt que de mettre les choses en lien. Et finalement, cette Terre, elle fait aussi partie d'un tout qui est l'univers et de tout ce que ça permet ou offre ou conditionne. Et je trouve qu'on devrait prendre ce regard-là un petit peu plus souvent pour... Ouais, ça change la vision des choses. Mettre les choses en perspective, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Eh bien, merci de ce Avec voyage plaisir. interplanétaire. Du coup, est-ce qu'on va partir sur un autre voyage aussi dans vers des sommets? Du coup, on va passer à la carte blanche de Zazou. Qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas une étincelle éphémère issue de la rencontre de deux désirs, c'est une flamme éternelle jaillie de la fusion de deux destinées. Je suis content que ça vous amuse, c'est plutôt bon signe. Alors, qui parle des vies, donc ça tombe bien, en fait. Voilà. Donc, j'avais écrit ce petit texte il y a quelques années, en fait, et puis après, j'ai lu un livre sur une des vies de George Orwell qu'on ne connaît pas ou peu, en tout cas. Donc, j'avais écrit. Il y a des vies qui apparaissent toutes tracées et d'autres qui se redéfinissent constamment. Des vies dont il est nécessaire de redessiner, réadapter les contours, souvent, encore et certainement toujours. Parce que parfois, votre vie vous file entre les doigts, entre le corps et l'âme, puis percute votre esprit, avec une telle violence que la douleur en devient intolérable. Puis vient la nécessité de la surmonter pour redéfinir le chemin à emprunter. Chaque fois, se réapproprier sa vie et d'en faire une alliée, ne pas la laisser devenir une ennemie, ou alors juste le temps d'en reprendre les rênes, la ressentir à nouveau cette vie qui est la nôtre, uniquement la nôtre, ce moment où l'on s'isole avec elle, où l'on y puise vitalité, créativité, là où l'on ressent à nouveau la joie et la légèreté d'être soi, au-delà des nuages et des précipices. Donc en fait, ça m'amène au livre de Jean-Pierre Martin, intitulé « L'autre vie d'Orwell », que j'ai récemment lu. Car il faut savoir que Orwell, de son vrai nom Eric Blair, a choisi de plus ou moins s'isoler du monde, du bruit de la ville, de la pollution et du consumérisme, de vivre une solitude de cénobite. On parle de la fin des années 40, donc, imaginez. Quelques années avant sa mort, il partit pour les Hébrides, c'est un archipel du Royaume-Uni, situé au sud de la mer d'Écosse, et écrivit 1984. Nous sommes alors en 1948. En parallèle, Orwell tint un journal strictement dédié à ses activités quotidiennes de jardinage, de bricolage, de chasse, de pêche et d'agriculture. Donc il se consacra les dernières années de sa vie à une vie totalement... Reclus, isolé. Il avait des gens qui venaient de Londres lui dire bonjour, quand même, mais c'était un voyage très long et très éprouvant pour arriver jusqu'à lui, mais il avait choisi cette vie justement dans le respect de cette terre, en fait, loin de tout ce consumérisme, ce qui est étonnant, nous sommes dans la fin des années 40. Et en fait, dans ce livre, Jean-Pierre Martin, il imagine retracer l'état d'esprit d'Orwell et il écrit, je cite, « La trajectoire de sa pensée est inséparable de son existence possible, sensible, de sa façon d'affronter les événements, de se faire transformer par eux, de ne pas rester figé, de se soumettre à l'épreuve de l'expérience. » Voilà. Wow. Donc la vie, les vies, nos vies. Oui, magnifique. Merci Zazou. Et une réaction peut-être Oui, ça me fait une petite réflexion sur l'idée que la vie est liée intimement au changement permanent et que
comme tu disais un peu au début, on est tout le temps un peu chamboulé, un peu obligé de s'adapter, on doit intégrer des nouveaux éléments, etc. Puis on devrait en tirer un petit peu quelque chose, parce que finalement, il y a beaucoup en ce moment de résistance au changement, un changement pourtant nécessaire, on le sait, on le voit. Et peut-être qu'on devrait juste un peu apprivoiser ce changement comme faisant partie de la vie et amenant, étant nécessaire, étant inévitable aussi, et autant en faire quelque chose de chouette plutôt que de résister à un changement qui de toute façon va venir. Et si on va pas si on fait pas gaffe à ce changement, il va venir, mais pas de la manière qu'on le souhaite. Donc autant essayer de s'y préparer. Donc voilà, ça me fait une réflexion sur sur l'acceptation du changement qui est la vie. Ouais, et puis pour faire un peu le lien entre les deux chroniques, comment dire, il faut pas oublier à la fin du jour, c'est très anglais ça comme expression, oui, mais at the end of the day. At the end of the day. Non, mais il faut pas oublier que ce pourquoi effectivement on milite, on bat, on lutte, on essaye de sensibiliser les gens, c'est in fine pour la défense de l'environnement, de la terre, de la biodiversité, mais aussi pour la vie, tout simplement, pour la vie. On peut penser à l'espèce humaine, mais... la vie naturelle, ne pas constamment s'éloigner de cette naturalité, je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi. Parce que, comment dire, plus on se rend compte, je pense que, bon, on est en Suisse, je vais faire une analogie avec l'horlogerie, mais on devrait peut-être un peu plus essayer de se rendre compte qu'on est, nous aussi, un mécanisme ultra bien fabriqué, en fait, un vrai chef-d'œuvre au niveau de tout ce qui est biologie, etc. etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ça a mis des milliers, voire des millions d'années à se mettre en place. Donc tout ça en fait doit être protégé de la même façon qu'on protégerait un bijou ou un chef-d'œuvre de la mécanique en fait. Donc sachant que la conjoncture en gros pour arriver à ça est telle que prendre soin. On doit se rendre compte un peu de ça. Exactement. On revient à la notion du respect de tout ce qui a été mis en place dans sa complexité dans le temps. Et on parlait de façon de voir les choses effectivement qui évoluent au fur et à mesure de la vie. Par exemple, on parlait de la ZAD tout à l'heure. C'est une suggestion qu'on pourrait faire aux gens, c'est de voir peut-être ça, d'essayer de voir ça comme la nature qui se défend en fait elle-même. La nature ne peut pas se défendre, donc peut-être qu'il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour la défendre à sa place en fait, et puis essayer de jouer ce rôle d'espèce d'anticorps contre les choses qui iraient contre elle. Voilà. Et puis juste pour revenir sur George Orwell, c'est assez fou de voir qu'on est dans les années 40 quand il décrit. Il fuyait déjà. Ouais, et puis il y a l'aspect fuir, il y a l'aspect il anticipe ce qu'on est en train à peu près de vivre à travers d'autres phénomènes, etc., technologiques et autres. Mais ce qui me fait penser aussi que à partir du moment où on a imaginé quelque chose, on peut y arriver en fait. Donc maintenant, il s'agirait d'imaginer la solution, disons, la solution ou le cheminement vers quoi on veut aller. Ce qui est étrange, c'est que, alors c'est vrai qu'on s'adapte et on doit s'adapter parce que par la force des choses, on s'adapte à tous les changements qui interviennent constamment. Et puis en même temps, dans le système dans lequel on vit, on peut se poser la question... pourquoi est-ce que le système ne s'adapterait pas à nous, finalement ? Pourquoi est-ce que on s'adapte constamment ? Et j'ai commencé un livre un peu complexe, mais peut-être que je vous en ferai part, et qui parle un peu de façon philosophique sur ce besoin, cette nécessité de s'adapter, alors que finalement, pourquoi est-ce que le système ne s'adapterait pas à nous, à notre rythme, à nos... Voilà, absolument. C'est intéressant. Ouais, d'où la nécessité parfois de changer le système, effectivement, si ça joue pas avec nous. Bon. Eh bien, merci Zazou. Et du coup, on va passer peut-être à la dernière chronique, qui est mon petit truc en plus. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Donc aujourd'hui, désolé, je vais
je vais revenir très Terre à terre, très mon terre à Dieu, terre. c'est affreux. Après être reparti dans dans les l'espace et dans le et puis maintenant dans le sens de la vie d'une certaine façon, où je vais revenir sur quelque chose qui a fait un peu l'actualité ces temps-ci, et dont je me suis dit que voilà, je voulais vous en parler. Donc moi, le premier avertissement que je voulais faire, c'est que je vais sûrement prêcher pas mal de convertis par rapport à l'émission, aux voix, aux canaux qu'on utilise pour la diffuser. Donc je vais vous demander en fait de partager l'émission pour que en fait ça touche d'autres gens qui ne sont pas encore convertis, votre entourage, qui ne serait pas sensibilisé aux questions climatiques et qui peut-être aurait trop tendance à trop consommer. Voilà, donc ça, le premier avertissement est fait, et maintenant je peux commencer. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas réinventer le monde actuel sans inventer un nouveau récit. Et aujourd'hui, je me suis intéressé à un mouvement assez récent, un espèce de récit, quelque chose dont on n'entendait pas parler avant, mais qui, j'ai l'impression, commence à être bien ancré, mais qui peut être, qu'on peut remettre en question un peu. Donc, autour de moi, j'en ai discuté, et puis on est arrivé à la conclusion que ça avait ce récit, ce mouvement, ce phénomène, il avait moins de 10 ans, et puis bon, après le débat commençait à s'ouvrir autour des 5 ans. Donc est-ce que ça faisait moins de 5 ans ou pas qu'on entendait parler de ça ? Donc, et aujourd'hui pourtant, donc, même si ça a moins de 10 ans, la société, j'ai l'impression, l'a pleinement accepté, comme si c'était une tradition séculaire. Donc beaucoup plus facile, et c'est assez fou parce qu'il y a d'autres concepts qui sont pourtant beaucoup plus vieux, mais qu'on a beaucoup plus de mal à faire accepter. Comme Halloween. Par exemple, oui, non, mais je veux dire, mais je vais en parler d'Halloween en plus. Mais là, t'as toujours pas dit de quoi il s'agissait. J'ai toujours je maintiens le suspense, mais donc ce que je voulais parler, par exemple, comme d'autres concepts beaucoup plus vieux, mais qui sont pas vraiment acceptés dans la société. Par exemple, on pourrait penser au réchauffement climatique, tiens, ou il y a encore des gens qui doutent, ou au véganisme, par exemple. Enfin, et c'est peut-être moins bien accepté que ce dont je vais parler. Donc en somme, ce dont je voulais vous parler, le fameux sujet pour lequel je fais durer le suspense, il nous vient il est assez nouveau ici, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il a commencé il y a une 40aine d'années. Oh, tu m'étonnes. Voilà, forcément tout vient de là-bas avec un peu d'avance, et peut-être pas toujours les meilleures choses d'ailleurs. Ouais, c'est pas très bienvenu finalement. Ça aurait pu rester, effectivement. Donc j'ai envie de vous parler du Black Friday. Ah voilà. Le nom est lancé. Black Friday, qu'on peut traduire par Vendredi fou chez nos amis au Québec, qui, on doit se rendre à l'évidence, ont toujours du talent lorsqu'il s'agit de traduire les expressions anglaises. Donc le terme Black Friday, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde le connaît aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Il y a un Black Friday à la fin du mois de novembre, on ne sait pas trop pourquoi, on sait pas trop, mais on sait qu'il y a des soldes et on sait que les magasins sont tous en folie à ce moment-là. Fuyez-les. Exactement. Mais donc le terme apparaît pour la première fois dans un article de presse en 1951. Mais c'est pas du tout en fait dans le même contexte qu'aujourd'hui. En fait, à l'époque, c'est juste pour faire référence aux embouteillages importants qui se forment en fait sur les routes par rapport au pont finalement du jour férié de Thanksgiving et le week-end qui suit. Donc Thanksgiving c'est un jeudi, donc il y a le vendredi, le fameux Friday, et le week-end qui suit. Donc voilà, on aurait bien voulu que ça s'arrête là, mais petit à petit on voit le terme qui revient en fait pour faire référence au lancement des courses avant Noël. Donc on a parlé d'Halloween, on pourrait parler de Noël, voilà, de toutes ces traditions, on va dire, qui se font très vite rattraper par où on trouve de bonnes raisons d'acheter, voire de surconsommer, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, disons. Voilà. Et donc, forcément, à ce moment-là, on va essayer d'attirer le chaland, on va faire miroiter des rabais extraordinaires, et puis l'Europe, donc, qui avait réussi à éviter ça jusqu'à présent, les commerçants en Europe vont quand même se dire il n'y a aucune raison pour que les Américains aient trouvé une bonne raison de gonfler leurs chiffres dans une période creuse et que nous on le fasse pas. Donc depuis quelques années, comme j'ai dit, fin novembre, on entend parler du Black Friday, et c'est écrit en anglais en plus, parce que peut-être que Vendredi fou, ça n'aurait pas été aussi vendeur. Et puis avec le confinement qu'on a vécu ces derniers mois, et puis la fermeture de certains commerces, on a même entendu parler d'interdire le Black Friday. Donc moi je m'interroge encore sur le concept d'interdire quelque chose qui en fait n'existe pas vraiment, mais voilà, on a entendu ça un peu partout. Donc moi, plutôt que de chercher à empêcher les commerçants de faire les soldes à la fin du mois de novembre, ce qui après tout, de faire leurs soldes, enfin liquider leurs produits, ce qui après tout est leur droit, je me demande s'il vaudrait mieux pas éduquer
ou sensibiliser, il paraît que c'est le terme politiquement correct, la société ou la population pour avoir une consommation responsable. Donc seulement dire ça, je pense pas que ce soit vendeur par rapport à un homme politique qui dit « Ah non, mais on va prendre des mesures pour interdire le fameux Black Friday ». Du coup, moi, à l'heure actuelle, je suis ni homme politique ni commerçant, donc je vais essayer de faire, à mon humble niveau, chers consommateurs, de vous donner la marche à suivre pour ce qu'il faut faire quand vous avez envie d'acheter quelque chose, que ce soit au Black Friday ou durant une autre période de l'année d'ailleurs. Donc j'ai envie de vous dire, la première chose à faire, c'est de commencer à vous poser la question « En ai-je besoin ?» Voilà, donc première question, en ai-je besoin ? Si la réponse c'est oui, donc je vous propose de passer à la question suivante, qui est en ai-je vraiment besoin ? Donc là, si la réponse est toujours oui, donc demandez-vous, si quelqu'un s'est fait exploiter pour fabriquer le produit, l'impact du dit produit sur l'environnement, tant au niveau de la fabrication, le pays d'origine, le transport pour l'amener jusqu'au magasin, où on va l'acheter, mais aussi au niveau du recyclage, à la fin de vie du produit, ça il faut y penser aussi. On parle de nombre d'esclaves. Exactement. Voilà, prenez tout ça en considération, et puis après avoir pensé à tout ça, posez-vous la question une dernière fois, en ai-je encore vraiment besoin ? Voilà, bon, si à ce moment-là vous dites toujours oui, je pense que vous avez effectivement besoin, c'est peut-être un achat essentiel. Allez-y. Il y a une question qui pourrait encore se poser, ou il ou elle, Oui. c'est est-ce que mon voisin ne l'a pas et est-ce qu'on pourrait pas le partager ? Effectivement, est-ce que je peux pas le trouver ailleurs ? Très bonne question. Partager les outils, partager les objets. Exactement, oui, c'est sûr. Oui. Est-ce que j'en ai tant besoin ? La dernière question, ça pourrait être, est-ce que j'ai besoin de l'acheter ? Ça pourrait être, oui, le louer, me le faire prêter, etc. etc. Donc voilà. Donc, dernière chose, sur le Black Friday, ça a a priori rien à voir avec une tradition esclavagiste. Ça, c'est une fake news qui a couru pas mal sur les réseaux sociaux, donc il y a quelques années. Donc, bien que ça aille cette fake news aille dans mon sens, pour vous détourner des achats compulsifs durant cette période, je vais essayer d'être plus respectable que ceux qui utilisent les fake news comme argument politique. Donc, je peux penser par exemple à un futur ex-locataire de la Maison Blanche, et je vais juste vous dire, donc voilà, ça n'a rien à voir avec cette rumeur qui a couru, et qui comparait Black Friday à une tradition esclavagiste où apparemment c'était le jour de vente des esclaves. Non. A priori, c'est pas vrai. C'était de la fake news, mais ça n'empêche rien. C'est pas parce que c'était de la fake news qu'il faut y aller gentiment. Voilà. Donc sur Onde Rebelle, on essaie plutôt de faire réfléchir les gens par eux-mêmes et puis les rappeler qu'en soi, le besoin d'acheter, disons, découle généralement de publicité, qui inconsciemment vont essayer de nous influencer pour créer un besoin fictif dans nos esprits. Et du coup, par rapport à ça, je voulais juste utiliser les paroles de Orelsan, qui est un chanteur, qui sur une chanson avec le Fa qui s'appelle Potentiel, a dit quelque chose que je trouve assez juste. N'oublie pas que tout le monde veut te vendre des trucs, que la télé sert juste à vendre des pubs, qu'il y a des gars qui font de grandes études où ils apprennent comment prendre tes thunes. Voilà. Donc réécoutez ce passage. Rappelez-vous de ça, dès que vous voyez une pub, dès que vous avez peut-être envie d'acheter, demandez-vous si ça vient vraiment de vous ou d'ailleurs. Donc je pose ça là, et puis je complète avec d'autres paroles qui sont celles de Coluche, qui disait, il y a déjà un certain nombre d'années, Alors si on écoute tout le temps que les conneries, vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. À quoi il ajoutait ce que je vous propose de faire votre leitmotiv en termes de consommation. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Donc je vais répéter encore une fois, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, pensez à ça quand vous verrez une énième pub pour le fameux Vendredi fou, et bien entendu privilégiez les commerces éthiques et durables de votre région plutôt que les mastodontes internationaux. N'oublions pas, consommer, c'est voter, et non au Black Friday. Bravo. Voilà. Bon, après... Cette problématique vient du fait que l'être humain, il a apparemment besoin de combler un vide intérieur, de trouver, de chercher le bonheur ou la joie où il ne faut pas, au lieu de la chercher en soi et avec les autres, dans nos liens avec nous-mêmes et avec les autres. Enfin, là est la grande... difficulté, en fait. Ouais, alors moi je dirais que c'est pas tellement l'être humain, mais que c'est nos sociétés. Parce que t'as d'autres sociétés,
c'est tel qu'on est organisé ici, Absolument. tel qu'on apprend à être. On parle pas d'une tribu au fin Parce fond qu'il y a d'autres, voilà, il y a d'autres exemples de sociétés, Bien sûr. d'autres cultures où on ressent moins ou pas ou différemment, et c'est on nous a spécifique à nos transmis sociétés. cette nécessité de combler ou d'être heureux à travers. Ouais, c'est Les assez, objets. c'est terrifiant. Hein. Mhm. Ouais, ça, c'est fou. C'est hein. vrai. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis d'une certaine façon, on pourrait se poser la question si, par exemple, un objet est inventé et que vraiment il révolutionne notre vie et que finalement il répond à des besoins réels qu'on a tous, je dirais c'est normal que cet objet soit popularisé, mais au fur et à mesure, on a l'impression qu'il y a pas mal de nouveaux produits, de nouveaux objets qui sortent ou qui sont le fruit d'innovations très Ce bien qu'on très appelle bien aussi pensées. tous ces gadgets, quoi, Voilà. les typiques gadgets. Et on peut se demander si le besoin derrière est réel, en fait, finalement, de l'avoir. Oui, puis des fois je me dis, c'est ce que je me dis aussi comme réflexion par rapport au smartphone par exemple. On sort des choses incroyables avec ces smartphones, d'une technologie pas possible, mais Bien on ne sûr. se demande pas en amont comment on va l'utiliser. Elle vient nous prendre un peu nos vies, hein, elle prend un temps fou et elle est déjà là, elle est déjà partout, cette technologie, avant même qu'on ait réfléchi à vraiment quelle place on veut lui donner, pourquoi elle va nous être utile. Donc c'est fou. Enfin, on fait d'abord, on donne une place monstrueuse à ces technologies. On devrait s'interroger. C'est ça. Mais il y aurait tellement à dire sur les smartphones et les réseaux sociaux en particulier, sur la façon dont, comme j'ai dit un peu plus tôt, qu'il y a des gens qui font des études, etc., etc. Il y a des gens qui analysent comment est-ce qu'on va passer le plus de temps possible sur un iPhone, comment est-ce qu'on va distribuer, et donc on part de l'aspect un peu plus chimique du corps humain où on a une notification, ça crée une petite décharge émotionnelle, je vais aller la lire, etc., etc. Et comment en fait il y a des gens qui utilisent toutes ces données, alors sans même parler des données, mais même juste le mécanisme de dire de te garder en ligne, rien que le fait d'avoir la petite notification en rouge, c'est pas innocent en fait. Mais ce sera toujours ce sera toujours comme ça en fait, tant que l'économie est la première chose qui compte. Du coup tout va être fait pour essayer d'utiliser les choses et pour faire plus de profit. Donc du coup c'est vraiment à la base, c'est d'arrêter de mettre l'économie et le profit au premier plan, quoi. Exactement. Et puis sur les données, il y a quelque chose d'autre à se rappeler, c'est n'oubliez pas, donc si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc c'est vos données, c'est assez fou le pouvoir qu'on a donné à des plateformes, des géants de la technologie. Alors pour des sujets qu'on n'aurait peut-être pas donné, par exemple, je sais pas s'il s'agit d'un État ou de son voisin ou on n'aurait peut-être pas tout affiché de la même façon sur le mur public en bas de chez nous. donc c'est toujours essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et de savoir c'est quoi les implications derrière, les conséquences de notre consommation. Je pense que c'est déjà une partie de la solution. Ouais. Après je pense qu'il faut pas oublier que ceci a été mis en œuvre depuis des décennies et devoir désapprendre une façon d'être et de consommer. Alors pourquoi pour certaines personnes ça prend moins de temps, plus de temps, pourquoi cette conscience ou pas, ou ça c'est encore un autre débat, mais de désapprendre ceci n'est pas si simple, il faut quand même le souligner. Hein. Ouais. En tout cas pas pour tout le monde. Non, c'est sûr. mais l'inertie est énorme. Énorme par rapport aux générations qui se sont succédées, etc. Et puis aujourd'hui, on commence à se dire, ça produit ce qu'on sait aujourd'hui. Il y avait de bonnes raisons à l'époque. Aujourd'hui, quid de la situation ? Est-ce qu'on peut freiner ? Est-ce qu'on peut faire les moyens qu'on a, virage ? je pense, déjà en tant que parents, les trois autour de la table, on est parents, enfin un futur papa bientôt, oui. à notre table. C'est de transmettre en fait à nos enfants une autre façon de voir les choses, pas de les obliger, mais de les sensibiliser à avoir une autre vision et puis d'en débattre. Donc je pense que j'aime pas non plus le mot éducation, mais cette transmission est importante si l'on veut changer les choses aussi. En tout cas, je pense qu'avec les enfants, l'éducation, c'est aussi remettre en question les évidences. Juste Exactement. proposer de questionner tout ce qui nous semble tellement évident et automatique.
Et je vais juste en profiter pour aborder un sujet qui fera peut-être l'objet d'une autre émission. Donc Colin n'était pas là aujourd'hui, mais il nous avait envoyé une interview en fait qu'il avait faite d'Oriane Sarrazin, et je pense à un passage en fait où elle parle du repas de Noël et d'apporter les sujets écologiques dans son entourage. Donc juste peut-être pour un petit complément, parce que ça m'intéresse aussi, ça signifie qu'il est quand même utile, même au risque de créer une tension familiale, d'apporter un sujet écologique à Noël, par exemple autour de la table, avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord. Alors après, à voir si chacun et chacune est confortable avec prendre ce risque, mais je pense que ça doit être mis sur la table, sur la table le plus souvent possible. Après, il faut bien sûr que chacun et chacune se sentent libres de faire les... Enfin voilà, le but c'est en guillemets pas de pourrir Noël non plus chaque année, parce que justement si on le fait trop systématiquement, après on va plus nous écouter, on va nous cataloguer et on va nous mettre au bout de la table systématiquement. Par contre, des petites piques de rappel ou simplement ne pas être moralisatrice, mais simplement expliquer. Moi, je suis vraiment préoccupée là. Quand j'imagine l'avenir le manque d'avenir de mes enfants, j'en ai mal au ventre. Et puis moi, ça m'a fait faire ça. Plutôt par l'exemple, par le changement de norme, plutôt que dire, vous, de toute façon, vous avez rien compris parce que vous partez aux Maldives la semaine prochaine, même si on le pense sincèrement. Des fois, faut plutôt par l'exemple positif, et puis justement de dire la dernière manifestation, il y avait un groupe de grands-parents qui étaient là, ça t'intéresserait pas les grands-parents pour le climat, c'est des personnes qui se font du souci pour les plus jeunes générations, plutôt des choses positives qui permettent de créer en fait un esprit de groupe. Alors c'est pas toujours facile, et puis vraiment réfléchir aussi quand on pense au repas de Noël, quand on veut convaincre les gens d'agir pour le climat, faut pas essayer d'imaginer ce qui nous convainc maintenant. Si on est déjà convaincu, il faut imaginer de convaincre l'oncle, la tante au repas de Noël qui nous dit que de toute façon, il y a déjà eu des périodes de glaciation, c'est qu'un discours politique, etc. Comment convaincre ces personnes, et ça c'est vraiment un effort, mais c'est pas moralisateur ce que je dis pas qu'on fait mal, mais il faut vraiment essayer de dire comment on parle en fait aux gens que ça n'intéresse pas et qui sont peut-être soit dans une forme de déni conscient mais inconscient, ou voilà, penser que réaliser qu'il y a un problème climatique, accepter que le problème est énorme et agir, c'est tout un chemin, et il n'y a pas tout le monde qui est au même stade de ce chemin, et que quand nous on est un peu plus avancé entre guillemets, qu'on est un peu plus loin, moraliser les gens qui sont un peu plus derrière, c'est pas comme ça à mon avis qu'on va y arriver. Mais voilà, on peut ramener par l'exemple, d'expliquer vraiment, moi j'ai été manifestée pour cette raison, expliquer à ses enfants, moi j'essaie de le faire, ils sont tout jeunes, pourquoi est-ce qu'on va là, pourquoi c'est important, puis après mes enfants ils vont peut-être parler à d'autres à l'école, plutôt que dire ah oui mais ton copain, ta copine c'est nul, les parents ils vont 2 fois en Australie par année, enfin voilà, ça sert à rien ça, en tout cas c'est pas constructif. De façon assez bienveillante, en essayant de ne pas être catalogué, sinon on va se retrouver en bout de table à chaque fois, c'est ce qu'elle dit. Donc Et ne pas blâmer non plus. Exactement, donc plutôt que de moraliser, qu'il s'agit d'accepter le problème, voilà, que le problème est énorme, et pas de commencer à dénoncer ou à dire non, toi tu fais pas bien, d'essayer de culpabiliser les gens, etc. Et de la même façon, on parlait d'essayer d'inciter par l'exemple. Elle parle effectivement du fait de pas forcément essayer de convaincre en utilisant les personnes en face de soi, mais voilà, d'essayer de vivre par l'exemple et en montrant que ça marche, parce que clairement, plus vite les personnes vont s'assimiler, et plus en fait les idées vont pouvoir se répandre, finalement. Voilà. Ouais. Donc ça, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je fais déjà un pré-teaser de la prochaine émission. Peut-être qu'on va passer à la météo de fin. Vas-y, Sarah. Ok, très contente d'avoir pu discuter avec vous. C'est toujours passionnant, ça fait toujours bouillonner les neurones. J'ai appris plein de choses sur le Black Friday, merci beaucoup. J'ignorais tout ça et c'est vraiment intéressant. Aussi plein de belles réflexions sur la vie. Donc je repars riche et contente de cette émission.
fait. Bah écoute, moi pareil, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis comme tu dis, dans cette période un peu d'isolation, c'était très agréable d'échanger avec vous. Alors voilà, et toi Julien? Pareil. Bah, c'est vrai que la journée a été compliquée en termes de... C'était un sacré coup cette votation, mais on repart peut-être un peu plus enthousiasmé, on va se dire que voilà, tout n'est pas perdu et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le combat continue, et puis voilà, donc j'espère que pour nos auditeurs, ça aura le même effet. On va essayer de mettre la piste de la diffuser le plus tôt possible. Et puis, on essaye de vous revoir très bientôt. On souhaite à toutes et à tous de prendre soin des uns et des autres et de vous-même. C'est important. Bien dit. Parfait. Onde rebelle. Onde rebelle. Onde rebelle. Sorry, my French is terrible. Désolé, mon français est mauvais. On rebelle.